Alors, je passe à l'espace scolaire. J'ai dit tout à l'heure que mon père a assuré mes études préscolaires, ce qui n'était pas évident à l'époque. La majorité des familles scolarisaient leurs enfants à l'âge de 6-7 ans. Et donc, j'ai bénéficié de cela. Mais pour parler du MSID, donc c'était le commencement. Le commencement, c'était le MSID, mais c'était un MSID, je me souviens très bien. C'était un garage, et puis on n'avait pas de planche, on était là. Donc peut-être j'avais 3 à 4 ans. C'est par la suite que mon père va nous inscrire, mon frère Abdelrahman et moi-même, va nous inscrire dans une école privée, à l'âge de 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Et donc je suis passé par 2 écoles privées, où j'ai appris essentiellement l'arabe, enfin l'arabe, c'est-à-dire l'écriture et la lecture en langue arabe, et puis le calcul. Et à l'âge de 7 ans, je découvre l'école primaire, mais l'école primaire au sens d'un grand espace, pas uniquement une petite maisonnette et un appartement, etc., mais le grand espace avec une grande cour, avec un jardin, etc. Et l'événement dont je me rappelle et dont je me rappellerai toujours, c'est l'idée ou l'initiative d'un instituteur, Tougani, qui a un peu identifié 3 élèves, Abdelrahman Barji, un certain Messoudi, que je n'ai plus revu, Barji, je suis en contact avec lui, et moi-même. Il nous a identifiés, il a passé un petit test. Je me rappelle, bon, c'était Mubtada al-Marfou, etc. Donc, quelque chose comme analyser une phrase en arabe, quelques opérations de calcul, et puis il nous a dit « Qu'est-ce que vous faites en CM1 en classe préparatoire, Tahdari. Vous allez directement au CM2, petit détail. » Bien sûr, j'étais très content, j'ai gagné 2 ans. Nous avons gagné 2 ans, j'étais très content, mais j'étais avec des élèves, comme la scolarisation venait de commencer, comme la scolarisation n'était pas généralisée juste après l'indépendance, donc il y avait une classe assez hétérogène, donc il y avait quelqu'un qui venait avec son motocycle, Solex. Donc. Alors, il y avait cet événement-là, et puis, à un moment, le cursus, si tu veux, était, pas uniquement parce que j'avais 10 ans, j'avais 7 ans ou 8 ans par rapport aux autres, mais même si j'avais une dizaine d'années, le cursus était en avance, beaucoup plus en avance sur notre âge. Je n'ai aucune idée, je n'ai aucune explication pour cela. Un exemple, et c'était au CM2, hein, c'était pas au CM2, les nullificateurs des ablutions. Un cours très hard pour des jeunes qui ont 11 ans, 10 ans. Parce que même si le professeur, l'instituteur prend ses précautions, il nous dit point de pudeur lorsqu'il s'agit d'apprentissage de la religion, la haya afidin, même avec ça, on était sérieux, on rigolait pas, mais moi j'étais très crispé. Parce que les mots référaient au sperme, à la libération du gaz, au coït, etc. Et donc, la question de ce décalage, même en arabe, même en français, de ce décalage entre le cursus et l'âge. On avait le bateau d'Adrien, je viens de le relire il y a 2 ou 3 ans. Mais on ne peut pas donner à l'époque à un môme qui a 10 ans le bateau d'Adrien. Chaque page, il y avait au moins 6 ou 7 mots à expliquer. Donc il y avait, je sentais à l'époque ce décalage entre notre cursus un peu scolaire et notre âge. Et deuxième chose que j'ai retenue, ça c'est par rapport à l'éducation religieuse, mais également par rapport aux matières en général. La chose que j'ai retenue également, c'est l'éducation physique, mais l'éducation civique, une éducation
assez forcé. C'était Tahiyat al-Alam, donc le salut du drapeau. Chaque matin, il fallait saluer le drapeau, donc le salut militaire, l'id al-katif, la main sur l'épaule, et ainsi de suite. Et les adultes à l'époque ne comprenaient pas qu'on était des mômes. On était des enfants, donc l'éducation physique ne passait pas forcément par ces manières, parce qu'on se chamaillait. Est-ce que ce sont les premiers éléments de naissance d'un nationalisme, oui, de sentiment de patriotisme? Oui, c'était vraiment dans la foulée, bien sûr. Oui. C'était dans la foulée. C'était 62, c'est 7 ans, 6 ans après l'indépendance. Mais c'était relativement exagéré par rapport au monde, parce que chaque jour, bon, on l'aurait pu faire pour tel ou tel événement, on l'aurait pu faire une fois par semaine, mais chaque jour. Et donc, nous, à un moment, bon, bien sûr, on se frappait, on se tapait, on se chamaillait, etc., etc. Et donc, lorsque j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de l'anecdote et de l'histoire de mon père avec la trousse, il y a la meilleure transmission, la transmission la plus efficace, c'est la transmission qui n'a pas l'intention de transmettre. Et ça, pédagogiquement, il faudra que les instituteurs, il faudra que les pédagogues, il faudra que nous, enseignants universitaires, qu'on sache que lorsqu'on veut transmettre, mais de façon explicite, ça peut être efficace, ça peut être contraignant. Mais la meilleure façon, c'est de... D'où, lorsqu'avec les étudiants, c'est une grande parenthèse, on sort sur le terrain. Au lieu de rester sur les bancs, leur dire, voilà, l'objectivité c'est ceci, l'informateur c'est cela, on va sur le terrain et puis bon, à ce moment-là, on discute, mais in situ. Et la transmission peut être une transmission implicite. Donc voilà un peu l'ambiance. Était une ambiance, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de punitions, en tout cas en ce qui me concerne, mais bon, pour les autres, j'en sais rien. Donc j'étais puni une fois. Mais je n'ai pas, parce que bon, chaque fois qu'on parle de la classe primaire, on parle de punition, on parle de corporelle. Je n'ai pas vécu ça, peut-être que d'autres l'ont vécu. Alors, voilà un peu pour le primaire. J'ai eu ma shahada à l'âge de 12 ans. Pourquoi? Parce que j'ai gagné 2 ans et j'ai perdu 2 ans par la suite. Parce qu'à l'âge de 10 ans, on m'a dit, tu ne peux pas te présenter. Tu ne peux pas te présenter parce que tu as 10 ans. Donc pour se présenter à l'époque, il fallait 11 ans. Et juste l'année passée, l'année suivante, il y avait beaucoup d'amis qui se sont présentés à l'âge de 10 ans. Donc voilà. Alors le grand problème, quand on est un peu fier, et ça c'est très important pour un élève, quand on est fier de soi, quand on a une petite estime de soi, quand on est très mécontent, quand on a une mauvaise note, quand on est très mécontent lorsque j'étais très content parce que je me suis pas présenté. Mais le problème n'est pas uniquement ça. Le problème, c'est que ça va se savoir dans le quartier. Et donc, j'ai tout fait pour que mes copains de quartier ne le savent pas. Et donc, je suis resté cloîtré à la maison. Et puis, ma mère qui me demandait d'aller faire des courses. Et je ne pouvais pas lui dire je ne peux pas faire des courses parce que voilà, si les gens me voient, et donc ils vont dire, etc. etc. Donc, je ne pouvais pas lui dire ça, donc j'ai fait quand même les courses, mais je suis rentré en catimini. Et lorsque mes copains sont un peu retournés des examens, la question c'est comment tu as répondu, etc. Moi je n'avais aucune idée. Donc j'ai inventé des problèmes. Non, mais on ne nous a pas donné ces problèmes. Mais nous, on est à part. Donc voilà les problèmes, etc. J'ai inventé des problèmes et des solutions, etc. Et donc là, je le dis, je le répète, et ça, c'est une disposition qui est très difficile à expliquer, mais pour moi-même, l'estime de soi. Le fait de dire, je dois être le meilleur, je dois être bon, je dois être très bon. Mon père était là, il ne me le disait pas, bien sûr, de façon directe. Il le souhaitait, et puis je sentais comment il était fier de moi par rapport à ses amis, donc il ne le disait jamais directement. Donc, passé l'école primaire, alors, pour la mémoire, c'est très important parce que
j'ai parlé tout à l'heure des 3 espaces familial, scolaire, etc. Mais chaque espace, qu'il soit familial ou l'espace du quartier ou l'espace scolaire, est également découpé par une certaine temporalité. Et donc, l'espace du primaire, l'espace de l'école primaire, est une sorte de logement pour mes souvenirs de l'école primaire. L'espace est une sorte de logement pour moi, des souvenirs. Et ça facilite les choses, je l'ai toujours répété, j'imagine mal si quels seraient mes souvenirs si je suis resté dans un même espace, de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, 20 ans, etc. Donc cela facilite un peu, et ça facilite un peu la transition vers le collège, la transition de l'entretien vers le collège. Alors le collège, c'est un autre univers. On était fiers, en famille, mais également dans le quartier, d'avoir un emploi du temps qui n'est plus l'emploi du temps du primaire. Un emploi de temps avec 2 heures par-ci, 1 heure par-là, etc. Et des matières différentes et diversifiées. C'est plus le calcul, la géographie, etc. Il y a les sciences naturelles, il y a les mathématiques, l'éducation physique, et ainsi de suite. Donc là, tu découvres cet espace-là, l'espace du collège, des matières différentes, mais également, à part peut-être l'instituteur ou le professeur de l'arabe, tous étaient encore français. Donc les coopérateurs étaient encore là. Alors, j'ai parlé de l'emploi du temps, j'ai parlé des matières, des professeurs, etc. Mais si je compare par rapport au collège, c'est la première fois que je vais être confronté à la politique. Mais à la politique au sens vraiment très, très mince du terme. 1967, le roi Hassan II va imposer la prière dans les collèges. La prière du Dhahar sera imposée dans les collèges. Même chose. Ce que j'ai dit tout à l'heure de Tahiyat al-Alam, du salut du drapeau, je peux le redire pour la prière. C'est-à-dire, on était sensible. Moi, je priais à l'époque. Mais pas dans un cadre. Je priais à la mosquée. Mon père, j'avais l'habitude d'aller de façon très régulière jusqu'à peut-être l'âge de 14 ans. Donc je priais à l'époque, je priais à la mosquée à l'époque. Mais je trouvais absurde que les élèves ensemble dans la cour prient. Et donc on priait sans ablution, on se chamaillait, etc., etc., etc. Et là également, la leçon, c'est l'injonction. On ne peut pas dire aux gens prier. On ne peut pas dire aux gens comme ça, de façon régulière, contraignante et quotidienne, prier, saluer à chaque fois saluer le drapeau. Et quelle est la place des professeurs francophones ou français lors de la prière? Il y avait dans l'espace de partager les... Non, ils étaient dans leur classe ou ils étaient dans la salle des professeurs. Il y avait la cour, et cette cour-là, on l'aménageait. On l'aménageait pour faire la prière de... Qui c'est qui préside la prière? C'est un enseignant, un enseignant d'éducation islamique. Je me souvenais de son nom maintenant. Donc c'est un enseignant d'éducation. C'était à 2 heures, 2 heures moins quart, quelque chose comme ça. Donc, ouais, bon, c'était après. Mais bon, 2 heures moins quart. Donc, même la temporalité n'était pas. Donc il y avait ça, et puis bon, pour la première fois, je vais expérimenter ce que c'est qu'une grève. 67, 68, 69. Et l'ambiance, il n'y en avait pas beaucoup, c'était relativement irrégulier, mais bon, pour la première fois, je vais faire cette expérience-là. Alors, le lycée, ça c'est je peux nommer Bilmdoun, Madrasat Bilmdoun, c'était l'école primaire à Bilmdoun, une vingtaine de minutes de marche de notre maison. Et le collège, c'est le collège Ibn Zaydoun, qui était assez loin, donc quarantaine de minutes à pied. Et puis le lycée Moulay Abdellah, un fameux lycée à Casablanca. Donc c'était... Alors là également, il y avait des nouveautés.
Et c'était encourageant chaque fois qu'il y avait des matières nouvelles. J'étais orienté vers les lettres modernes, donc vous pouvez imaginer donc, tout ce qui est matière scientifique, physique, mathématiques vont être un peu réduites à 2 heures par semaine, quelque chose comme ça. Mais la fierté, avant c'était les mathématiques pour le collège, la fierté c'était d'apprendre l'anglais. Voilà, vous allez apprendre des petites choses, des petites phrases, traduire des chansons anglaises, etc. Et donc ça, c'était une sorte d'entrée vers un autre monde qui n'est pas le monde, francophone, surtout à travers les chansons anglaises qu'on appréciait à l'époque, qu'on appréciait beaucoup. Donc il y avait les matières nouvelles, il y avait le plus important, je suppose, c'est pas la peine de parler de tout ce cursus-là, le plus important qui m'a affecté, qui a affecté un peu mon parcours, c'est en rapport avec la socialisation politique. J'ai parlé tout à l'heure des grèves, c'était relativement très irrégulier, éphémère, et là, en 1970, 71, 72, c'était l'époque qu'on qualifiait des années de plomb. Et donc il y avait des grèves pratiquement régulièrement, surtout 71, 72. On était beaucoup plus à la cour du lycée que dans les classes. Bon, il y avait les marxistes-léninistes, il y avait les frères musulmans, il y avait des combats, pas idéologiques, mais des combats uniquement physiques, de violence, on va dire de violence mutuelle. Et puis, il y avait cette opposition nette et tranchée au régime politique de l'époque, des slogans, des fois, parfois obscènes, et ainsi de suite. Les frères aussi étaient anti-régime ou que anti-gauche? Ils étaient à l'époque anti-gauche. Ils étaient là uniquement pour contrecarrer les marxistes-léninistes. Donc, pas de slogan. Ils étaient minoritaires à l'époque, très minoritaires. Donc, ils étaient même clandestins. Donc, on ne les connaissait pas. Donc, on va les une par la suite, une année ou 2 ans plus tard. Et donc, il y avait cette ambiance, cette socialisation, on va dire, politique, mais qui allait au-delà, pour moi, en tout cas dans mon parcours, qui allait au-delà uniquement des slogans, etc. Parce que, avec d'autres, bien sûr, j'ai commencé à flirter avec la littérature marxiste. Donc, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à lire Georges Politzer. En arabe, on lisait Bouali Yassine, le trio interdit, Tarot al-Muharram, c'est-à-dire la sexualité, la religion et la politique. Nawal Sa'dawi était en vogue, on la lisait également, et d'autres. Donc, le lycée était une sorte de rupture au niveau de, on va dire, pas de la conscientisation politique, mais au niveau de certaines dispositions par rapport à la lecture. Je lisais depuis que j'étais enfant, je lisais des petites histoires de Kilani, j'ai parlé tout à l'heure de magazine L'Arabi, de Alf Lila, etc. Mon père m'a acheté Al-Mutanabbi, donc j'adorais Al-Mutanabbi, j'adore encore Al-Mutanabbi. Mais là, le dernier pont avec mon père, c'était Al-Mutanabbi. Et après, c'est la césure. C'est l'abandon de cette conception de la culture générale. D'accord ? Vers la spécialité. Vers, pas la spécialité, mais vers un autre type de lecture, qui est encore vague et générale. La littérature marxiste, qui est très très vague et générale, mais ce n'est plus uniquement de l'information. Je ne cherche, voilà, exactement. Je ne cherche plus uniquement l'information, l'inventeur de pénicilline ou l'inventeur de ceci ou la capitale de Nigeria. Non, maintenant, il faudra pouvoir expliquer pourquoi ça ne marche pas. Il faudra accéder à un vocabulaire, la lutte des classes, le tiers-monde, etc., etc. Et donc c'était une césure à partir de 70-71, qui va être encore, je vais en parler plus tard, qui va être encore consolidée par mon adhésion dans une maison de jeunes et par mon adhésion au Ciné-Club pendant 8 ans.
Mais c'était un peu le commencement de cette césure dans mon parcours. Et l'intérêt pour la lecture n'est plus un intérêt de plaisir, mille et une nuits. Mais la motivation est une motivation politique. Et des fois, je lisais sans plaisir, hein. Il faut dire la vérité. Par la suite, je vais découvrir d'autres types de plaisirs, le plaisir de comprendre, le plaisir de définir un concept, etc. Mais au départ, c'était parce que notre niveau dans la langue française était très faible. À cause de ces grèves un peu régulières, à l'époque, la faculté, l'université de Mohammed VI a décrété une année blanche. On aurait pu le faire également. Et donc, j'arrive au bac avec un niveau en français, mais catastrophique. Je salue Abdallah Bonfour, qui était mon enseignant. Je salue également Madame Sibéros. Je ne connais pas son prénom, on l'appelait comme ça, Madame Sibéros, qui nous a sauvés, qui m'a sauvé, et qui a fait qu'au moins j'avais une moyenne ou moyenne plus quelque chose en français. Mais on était vraiment, on arrivait au niveau du baccalauréat, mais très très faible au niveau français. Quand tu parles des grèves, est-ce qu'il s'agit aussi d'une jeunesse politisée partisane, avec un mouvement à l'extérieur du lycée et de l'université, ou bien juste une jeunesse qui est politisée au sein du lycée avec la vague de l'époque qu'il s'agit de la gauche? L'information, on ne l'avait pas à l'époque. Vous ne savez pas d'où vient l'influence? Voilà. Ce qu'on savait à l'époque, c'était syndicat national des lycéens. Qu'est-ce qui est dedans? Est-ce que c'est le PPS? Est-ce que c'est les mouvements marxistes clandestins de l'époque? On n'en savait rien. Mais on parlait du syndicat lycéen, national des lycéens, SNL. Et donc, cette ambiance-là, je le répète, cette ambiance qui a initié une sorte de socialisation politique, mais également une sorte qui correspondait peut-être à l'âge de l'adolescent, je ne peux pas faire de la psychologie de bas étage, mais qui correspondait à quelque chose que non. L'adolescent qui va dire non à la religion, à la politique, à la famille, etc. Moi, je l'ai fait de façon très douce. Je n'étais pas le type qui... je n'ai adhéré à aucune organisation politique à l'époque, ni plus tard. Donc, mais il y avait une flamme, et cette flamme ne s'est pas éteinte jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir un intérêt dans quelque chose. Un intérêt, et d'être une sorte, on va dire, d'asset par rapport à la lecture, par rapport à la recherche, par rapport à l'enseignement, etc. Donc cette flamme-là, cette disposition, je la garde. Le contenu a changé, bien sûr, donc, mais la flamme reste la même. Ce beau cahier, 1970.